Aujourd'hui, nous nous rapprochons de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, mais pas de la fin de cette lutte qui vise à garantir les droits de chaque enfant et adolescent. Il ne s'agit pas seulement d'une année, mais d'un avenir sans travail des enfants. Je m'appelle Ressel Melville et je vous parle au nom du Bureau de l'OIT pour les Caraïbes et de l'initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants. C'est un plaisir de me joindre à vous pour cet événement. Agir, inspirer et développer sont les trois piliers qui ont marqué le parcours de cette année. Vous qui nous suivez sur cette émission pouvez dès à présent nous rejoindre dans cet objectif en partageant cet événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sin Trabajo Infantil. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez suivre cette réunion en anglais, français, portugais et espagnol en sélectionnant la langue de votre choix. Nous vous demandons aussi de parler lentement pour faciliter le rôle des interprètes. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui donnent une voix et un visage aux 8,2 millions d'enfants et d'adolescents qui travaillent. Henry Pilco et Noémie Rosales, respectivement d'Équateur et d'Argentine, nous raconteront leurs expériences du travail des enfants. Merci de vous joindre à nous. Oui, c'est bien de te voir. Il y a quelques années, votre vie était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En tant qu'enfant, vous avez dû travailler dur. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience? Bonjour à tous. Depuis l'Équateur, je vous salue. Je m'appelle Henry Pilco. Je travaillais à partir de l'âge de 5 ans. Je me suis consacrée à travailler et à vendre des friandises, des fruits, du lave-vitre et des activités qui étaient dangereuses par le fait même d'être dans la rue et d'être un enfant et de ne pas avoir pu profiter de cette enfance comme tous les autres enfants. Je viens d'une famille très pauvre et il a fallu que je sois mûre à l'âge de 5 ans pour assumer le rôle de père, de frère, d'époux qui ne me revenait pas, mais c'est ainsi. J'ai aussi travaillé dans le secteur du bâtiment depuis l'âge de 14 ans. C'est un travail très dur pour quelqu'un de mon âge. J'ai continué à faire mes études pendant la nuit et le matin, je travaillais. J'ai rencontré des gens bons, des gens mauvais, des gens qui m'ont aidé pour pouvoir aller de l'avant. Des gens aussi qui ne m'acceptaient pas, qui me rejetaient pour le fait d'être pauvre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Équateur. Le fait d'être pauvre est aussi une source de discrimination. Mon enfance a été très dure, mais il a fallu que j'aille de l'avant. J'aille de l'avant. Bien sûr, il y a des moments où je suis partie de ma route, mais grâce à mes parents, j'ai pu revenir sur le droit chemin. Aujourd'hui, je travaille avec des enfants qui sont en situation de travail, des enfants, et pour moi, c'est une fierté de travailler avec eux, parce qu'on ne travaille pas pour les enfants, mais avec les enfants, avec les familles. Quand
quelqu'un se rend compte qu'on travaille avec eux, on peut tout faire. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui, nous savons que vous avez travaillé dans la rue et dans le bâtiment et vous avez connu le travail des enfants qui représentent des dangers pour les enfants et les adolescents. Le travail des enfants prend de nombreuses formes, comporte des risques. Quels sont les risques auxquels vous étiez les plus exposés? Le risque le plus fort, c'était la délinquance, le monde des drogues. Le simple fait d'être exploité par des gangs, j'ai été exposée à ne pas suivre des études et c'est ça le plus important. Je me suis exposée à ne pas avoir ces opportunités d'aller de l'avant parce que la rue use. La rue ne vous donne pas le temps d'étudier même. La vie devient seulement le travail sans laisser de la place pour l'éducation. Et j'aurais pu mourir aussi parce que j'ai des amis qui n'y sont plus. La rue est devenue quelque chose de très fort. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont morts. Bien entendu, on prend la décision quand on grandit. Mais cette étape de mon enfance que je n'ai pas eue a été très dure. Heureusement, je remercie Dieu et ma famille et je suis à un bon endroit maintenant. Je travaille dans une ONG avec des enfants. Merci Henry pour ces commentaires. Quand tu as parlé, tu disais que tu as assisté à l'école la nuit. Comment est-ce que vous avez réussi à transformer votre vie pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Justement, à l'école, je pouvais étudier, mais le secondaire, là, je devais travailler la journée, je devais étudier le soir. Je travaillais de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi et ensuite je devais aller à l'école. Mais comment est-ce que j'ai transformé ma vie? Il y a beaucoup de gens qui ont participé à mon parcours. Quand j'avais 11 ans, il y a des gens qui m'ont invité à participer à un programme d'élimination du travail des enfants. C'est un programme financé par la Banque centrale de l'Équateur et par Movistar à l'époque, et j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux. J'ai eu des promoteurs, des enseignants à ce moment-là qui m'ont montré le chemin alternatif, une autre façon de penser et de voir les choses. Je peux vous dire que le fait d'être dans un espace sûr comme celui de cette ONG a fait en sorte que je puisse avoir d'autres opportunités de vie pour pouvoir choisir mon chemin. Ils ont toujours été avec moi et aujourd'hui, je peux dire que je travaille avec eux. On s'est revus 10 ans après et aujourd'hui, je travaille avec eux dans le même projet d'élimination de travail des enfants. Je travaille avec eux, avec des enfants qui sont dans les rues. Nous travaillons avec 120 enfants et eux sont le miroir de ce que j'étais. Je m'identifie dans chacun d'eux. Et cela me donne la satisfaction de pouvoir continuer à faire des grandes choses. Pour moi, il y en a qui ont beaucoup fait à un moment donné. Je sais maintenant que je peux en faire autant pour les autres. Et je continuerai de le faire jusqu'à ce que Dieu me le permette, parce que j'aime aider les gens. J'aime travailler avec les familles, les enfants. Cela a été le plus merveilleux qui aurait pu m'arriver dans cette vie.
avec l'aide de Dieu, bien entendu. Et je peux vous dire que ces personnes m'ont aidé à transformer ma vie. Et c'est excellent, nous savons que c'était très important de participer dans cette route. Quel message souhaitez-vous que nous transmettions à la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants? À tous ceux qui vont voir cette vidéo, j'aimerais leur dire de ne pas arrêter leur travail, de ne pas arrêter de travailler pour ces enfants. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin d'eux. Il est temps de commencer à entendre ces enfants, de croire que le moment est venu pour créer des lois, qu'on puisse faire des choses pour eux. Il y a beaucoup de monde qui ne voit la réalité que depuis leur bureau, mais la réalité, on ne peut la voir que si nous les accompagnons dans leur vie. Quand vous allez vivre ce qu'ils ont vécu, vous allez comprendre. L'élimination du travail des enfants, ce n'est pas seulement de créer des lois. Il faut les écouter, les enfants. Il faut les écouter pour pouvoir éliminer le travail des enfants. Comme un collègue me disait, les problématiques des familles sont connues des familles. Ce sont les propres familles qui ont les réponses. C'est eux qui doivent être entendus. Parce que dès que nous les entendrons, ils vont comprendre quelle est l'importance d'un enfant et combien il est important qu'un enfant quitte la rue. Ce serait mon message pour vous tous et j'espère que c'est un message qui atteindra toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup, Henry, et c'est très important pour nous d'entendre nos enfants. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Noémie Rosales qui, comme Henry, a également vécu des expériences compliquées pendant son enfance et son adolescence et qui veut partager cela aujourd'hui, non seulement pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est que de vivre dans cette réalité, mais aussi pour nous engager à lutter contre le travail des enfants. Bienvenue, Noémie. Noémie, les expériences des garçons et des filles qui travaillent ne sont pas toujours les mêmes. Oui, nous vous entendons très bien, Noémie. Je disais, nous savons que les expériences des garçons et des filles qui travaillent ne sont pas les mêmes. En tant que femme, et d'après votre expérience, quels sont les risques particuliers encourus par les filles qui travaillent? Je crois que les femmes, nous avons plus de risques. Je ne dis pas que les garçons ne le sont pas, mais les femmes sont plus exposées au harcèlement, même si les garçons en subissent. Je crois que par le nombre, c'est nous, les femmes, qui sont les plus exposées à ce type de situation. Alors, si nous voyons le moment présent. Quelle différence trouvez-vous entre une femme qui a travaillé dans l'enfance et une autre qui ne l'a pas fait, qui n'a pas expérimenté le travail des enfants? Quelle serait la différence entre ces deux personnes? Je crois que la différence, je ne sais pas, une femme qui a travaillé dans l'enfance
Je crois qu'il y a des opportunités différentes, des pensées différentes, des positions différentes vis-à-vis des choses et de la vie. Quand on a travaillé dans l'enfance, pour le simple fait de ne pas avoir eu le choix que de travailler pour manger, on est limité dans ses possibilités. Je crois que ceux qui ont la possibilité de ne pas avoir travaillé à un jeune âge ap- ap- apprennent d'autres choses, profitent mieux des opportunités. Merci Noémie. Nous savons et nous connaissons l'impact psychologique du travail des enfants qui va au-delà de la génération qu'il a vécue. J'aimerais aussi parler de comment est-ce que vous avez réussi à transformer votre vie pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Par exemple, tout d'abord, je voulais clarifier que même si je raconte mon histoire, je représente ici de nombreux enfants et adolescents qui ont été et qui sont travailleurs des enfants. Ma vie, par exemple, a été aidée par une organisation qui s'appelle Crecer Juntos, comme Henry le disait. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a changé. Quand on travaille depuis très jeune et qu'on passe beaucoup de temps dans la rue, on est très ouvert à la consommation, à la prostitution. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Non, c'est parfait, Noémie. Et nous apprécions le fait que vous puissiez partager vos perspectives avec nous. Quel message souhaiteriez-vous que nous transmettions à la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants? Tout d'abord, j'aimerais dire que si on connaît la situation d'un enfant qui est en situation de travail des enfants, le fait de dénoncer, ce n'est pas une bonne option. Il faut accompagner les parents, il faut accompagner les enfants. Ils ne le font pas parce que les parents les obligent, mais ils le font aussi pour aider leurs parents parce que ils voient leurs parents pleurer ou être tristes pour voir, et ils les voient qu'ils n'ont pas les moyens pour leur donner à manger. Mon message serait que nous, les pauvres, on a besoin d'opportunités de travailler, d'étudier, de grandir, de changer notre réalité. Ne pas rêver d'avoir une maison digne, mais le fait de pouvoir être professionnel et accomplir nos rêves et nos désirs, cela doit être accompagné par des opportunités. Moi, je dis que les pauvres, nous ne pouvons pas planifier nos vies. Nous vivons au jour le jour. Nous ne pouvons rien planifier. Nous ne pouvons rien projeter. Nous ne pouvons pas dire l'année prochaine, la semaine prochaine, je ferai ceci ou cela, parce que tout dépend de ce qu'on aura à manger. Il faut avoir des opportunités pour tous les enfants, les adolescents, pour les parents qui doivent passer par cette situation. Merci beaucoup, Noémie. C'est un message essentiel et critique que nous allons transmettre. Nous devons lutter contre la pauvreté en tant que facteur clé pour lutter contre le travail des enfants. Merci encore d'avoir partagé votre histoire. Maintenant, j'aimerais laisser la parole au directeur régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes, M. Vinicius Pineiro. Allez-y, M. Pineiro.
Chers collègues, je dois dire que ça a été profondément inspirant d'écouter Noémie et Henry. Ils représentent la raison d'être de nos efforts pour éliminer le travail des enfants. Leurs histoires nous inspirent et nous guident. Nous devons renforcer les engagements envers toute une génération d'enfants et adolescents qui traversent des moments difficiles. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région où l'interruption des cours en présentiel est la plus longue et la plus étendue au monde. Dans la plupart des pays, cette situation a duré plus de 18 mois et certains ne sont pas encore revenus en présentiel dans un contexte de faible couverture numérique en termes d'extension de la qualité, avec d'énormes lacunes en matière d'accès numérique parmi les groupes les plus vulnérables. Ceci a ajouté à l'augmentation de la pauvreté et l'extrême pauvreté. Dans la région, à la suite de la pandémie, la pauvreté a atteint des niveaux similaires à ceux de l'an 2000. Il y a eu un recul de 20 ans en termes de politique de réduction de la pauvreté et des inégalités. Dans un contexte de réduction brutale des revenus et de fermeture de classes présentielles, il s'agit d'une incitation perverse à l'entrée prématurée des enfants sur le marché du travail. C'est pervers parce que, comme nous le savons, une fois qu'ils ont travaillé pour leur famille, il leur est très difficile de retourner à l'école. En cette période de pandémie, cela a déjà produit un énorme désastre. Certains pays font leur rentrée des classes et il y a beaucoup de chaises vides. L'OIT et la CEPAL ont estimé en juin 2020 qu'environ 300 000 enfants risquent d'être victimes du travail des enfants. Nous savons maintenant que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Il est essentiel d'adopter des mesures d'urgence pour identifier ceux qui ont abandonné l'école, les sauver de cette situation de travail des enfants et les réintégrer dans le système éducatif. La carte de risque mise en œuvre par l'initiative régionale est un outil très important pour cette action. Je suggère de traiter cette question comme une priorité absolue dans nos agendas d'initiative régionale. Plus nous tardons à agir, plus il devient difficile de sauver ces enfants et de désarmer cette bombe à retardement qui perpétue la pauvreté et les inégalités. Bien entendu, cette action d'urgence doit s'ajouter à l'effort des politiques distributives, de formalisation de l'emploi, des politiques qui favorisent le travail décent pour tous. En cette année internationale de l'élimination du travail des enfants, je vous invite à faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui est à votre pouvoir pour qu'il n'y ait plus d'histoires comme celle de Noémie et d'Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vinicius. La pandémie de COVID-19 dans notre région a montré l'impact si grave sur l'éducation et le système éducatif de la région nous révèle que les facteurs de protection n'étaient pas suffisants pour pouvoir assurer l'éducation pour tous les enfants. C'est très important que nous nous remettons sur la voie de l'apprentissage pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Nous devons transformer nos engagements dans des actions. C'est indispensable. Et pour cette raison, j'aimerais tout d'abord vous inviter à vous joindre à un voyage en Amérique latine et les Caraïbes pour voir les actions concrètes qui ont été mises en place pour lutter contre le travail des enfants pendant cette année internationale de lutte contre le travail des enfants. L'Union nationale des travailleurs du Mexique est conscient que COVID-19 a eu comme conséquence une hausse aux désertions scolaires et avec ça,
population des enfants se trouve dans du travail des enfants. Nous manifestons notre engagement pour renouveler nos efforts pour arriver à l'ODD 8,7 du développement durable pour une région sans travail des enfants. En 2021, notre achèvement le plus important a été le relancement de la stratégie de l'éradication du travail des enfants au Guatemala pour la période 2021-2025. Le deuxième achèvement très important, c'est d'avoir eu la reconnaissance de l'Organisation internationale des employeurs par le leader d'échange pour la prévention du travail des enfants. Nous sommes très contents avec ce que nous avons fait avec les alliances, les partenariats et la collaboration que nous avons entre les compagnies et le secteur public. Honduras, en 2021, a réformé le règlement des adolescents protégés, a construit et approuvé la feuille de route pour l'éradication du travail des enfants dans toutes ses formes. En 2021, on a le saut d'accomplissement de la normative nationale de travail infantile où les entreprises pourront être établies libres de travail des enfants. En 2021, nous avons approuvé la feuille de route pour faire du Costa Rica un pays libre de travail des enfants, un guide pour l'action de conduite des travails entrepreneurial responsables devant le travail des enfants et des adolescents, un diagnostic institutionnel pour le renforcement de la CTRN et de l'ISEC pour la prévention et éradication du travail des enfants et protection de la personne adolescente travailleur. Un des principaux achèvements en travail des enfants, c'est l'autonomisation des gouvernements locaux et le système de pour les enfants et pour pouvoir entrer au système d'éducation ensemble avec la société civile. Le système tripartite contre le travail des enfants au Panama est un grand succès. Bonjour depuis les Bahamas. Nous voulons prendre cette opportunité pour nous donner une idée de ce que sont nos initiatives des travail des enfants. En 2017, on a fait l'engagement en 2019 avec l'assistance technique de l'OIT et de l'initiative régionale. Nous avons fait les politiques et maintenant, en 2021, sous le cours de l'année internationale, les Bahamas a approuvé formellement notre politique pour le travail des enfants. Qu'est-ce que l'on a pour 2022? Bon, on est à la phase d'implémentation. On espère avoir des changements, des ateliers, des campagnes de conscientisation nationale. Les Bahamas, ça aide bien dans sa voie pour éradiquer le travail des enfants pour 2025. Merci. Trinidad et Tobago ont augmenté la conscience sur le travail des enfants. Nous avons fait des campagnes des médias sociaux toute l'année et surtout en novembre, on a commencé à faire un établissement de coopération et pour entraîner nos inspecteurs laboraux pour pouvoir découvrir et améliorer la situation des enfants sans travail. Le Suriname a établi la Commission nationale en septembre de cette année. La Commission a commencé à mettre en place le plan d'action national en 2021 en approuvant les plans d'action de 14 mois jusqu'au décembre 2022. Suriname et maintenant, nous préparons un programme de conscientisation du travail des enfants en coopération avec l'UNICEF. Ceci sera fait en toutes les langues locales que nous utilisons au Suriname.
En 2021, Colombia continuará implementando de manera contundente la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador, enfocada en el fortalecimiento institucional y la realización de diagnósticos de focalización en zonas de influencia del trabajo infantil. De manera complementaria, se realiza la difusión de la campaña para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente a través de piezas comunicativas. La suma de esfuerzos institucionales ha permitido la disminución de la tasa de trabajo infantil de 5.4 en 2019 a 4.9 en 2020, de acuerdo al último reporte del DANE. El reto de este gobierno al finalizar el cuatrienio en 2020 es reducir la tasa de trabajo infantil a 4.7, lo que implica separar del trabajo infantil a más de 135,000 niñas, niños y adolescentes de Colombia. 7 000 enfants et adolescents de la Colombie. Cette année 2021, l'année déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies comme l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, le ministère du Travail de l'Équateur a renforcé son intervention à travers du dialogue social pour faire des politiques publiques réelles qui garantissent l'exercice des droits des enfants et des adolescents. Nous nous engageons à protéger les enfants et les adolescents en situation de travail des enfants. Mes salutations à toute l'Amérique latine. En 2021, le Brésil a renforcé son système de protection sociale, surtout le système unique d'assistance sociale et dans le programme d'éducation du travail des enfants, qui est l'action socio-éducative pour les adolescents en situation de travail des enfants. Nous espérons qu'en 2022, nous pourrons renforcer nos actions et faire une éradication de fait de travail des enfants dans tout notre pays. Merci. En 2021, le Brésil a eu une inspection de travail qui a eu des nouvelles méthodologies de travail, un abordage stratégique et intégral dans tous les acteurs sociaux pour pouvoir avoir et faire la supervision du travail des enfants, assurant qu'on puisse transformer la réalité. Pendant 2021, le Chili a avancé à l'exécution de la feuille de route comme pays pionnier de l'Alliance 8,7 et avancé pour un pays libre du travail des enfants. Son engagement est la réforme du Code de travail en termes de protection des droits des enfants et des adolescents. En 2021, nous avons fait les avancements dans ce qui est notre partenariat 8,7, la rééducation du travail des enfants et la protection du travail des adolescents. En même temps, nous avons fait la phase 1 de MISTI 1 et nous sommes sûrs que c'est le chemin correct pour arriver à avoir un Paraguay sans travail des enfants. Dans le cadre de l'année internationale pour l'éradication du travail des enfants, on a redoublé les activités, les efforts dans différents sens d'incidence, comme même engagement urgent que l'on doit faire pour pouvoir éradiquer ce problème. Nos points focaux des syndicats ont été là, la proposition de l'initiative régionale, et c'est un travail qui s'est ajouté aux efforts de d'autres dirigeants dans leur territoire, comme le lancement de la Union syndicale contre le travail des enfants. En ce qui est l'augmentation de problèmes social de notre région, étant donné la pandémie, nous consolidons nos voies pour lancer la cible 8,7 des ODD et mettre fin au travail des enfants.
Cette année en Argentine, nous avons eu le travail de fortification fédérale de 300 promoteurs d'une enfance libre de travail des enfants et pour pouvoir renforcer les réseaux de tout le pays. L'éradication du travail des enfants est responsabilité de tous. Es un orgullo para mí representar a la Red Argentina de Empresas contra el Trabajo Infantil. Durante el año 2021 continuamos con las acciones de federalización de la red de empresas a las provincias de Santa Fe, La Rioja y Mendoza. También impulsamos nuevos modelos de centros de cuidado y protección para la prevención y erradicación de trabajo infantil. Seguimos con el fortalecimiento de la red en la incorporación de nuevas empresas. Y continuamos trabajando con la cadena de valor. También realizamos el concurso Promise Brain y seguimos impulsando un mundo mejor, libre de trabajo infantil. Les centrales syndicales de l'Argentine, nous avons approfondi la tâche que nous avons développée depuis plus de 20 ans. En unité, nous avons fomenter l'action pour aux différentes références syndicales dans les territoires, ce qui nous permet de faire une transférence de connaissances d'aller-retour pour optimiser les actions pour l'éradication du travail des enfants. Depuis un modèle d'intervention où nous mettons en égalité de conditions la restitution des droits des enfants et des adolescents et le travail décent des adultes, incluant des propositions de travail productif des communautés. Nous croyons que dans cette étape, le mouvement syndical a un rôle très important à jouer et une responsabilité politique. Depuis l'Union ouvrière de briques de la République argentine, ce 2021, l'année internationale de lutte contre le travail des enfants, nous nous sommes engagés dans diverses actions. Numéro 1, accompagner les enfants pour les réinsérer aux écoles, un produit de l'abandonnement scolaire que l'on a eu étant donné la pandémie du COVID-19. Deuxièmement, faire les différentes actions pour pouvoir prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les fours de briques. Et 3, à avoir des propositions pour aller plus à fond et avoir meilleur travail décent et digne pour les adultes. Non au travail des enfants. Merci tous d'avoir partagé, de nous inspirer à travers de vos actions. Nous voyons ce qui est en train d'arriver en ce qui est les politiques, la législation pour la protection des enfants, pour la construction des capacités, le renforcement des institutions. Et aussi, c'est un des travaux qui fait le plus important et que l'éradication du travail des enfants est la responsabilité de tous et toutes. Alors, comme dans notre objectif, on aura toujours des problèmes. Et un d'eux, c'est la migration des enfants non accompagnés et des adolescents. La migration des travailleurs apporte des problèmes pour le développement et multiplie les opportunités dans les opportunités de destination et ce bénéfice dans le pays d'origine et ça va enrichir nos communautés. Néanmoins, la migration ne prend pas tout le temps ne se fait pas tout le temps sous les meilleurs horizons et il y a de l'inégalité. Il y a ce que l'on appelle la migration sans droit. Et je voudrais vous inviter à voir une vidéo qui fait partie de la campagne La migration sans droit coupe vos songes. Et ceci est sur la base des éducations d'une série de télévision qui s'appelle Loma Verde. Regardons un peu ceci ensemble. Le moment de s'en aller, pensant en ma famille,
Ce sont beaucoup de nuits sans dormir. L'incertitude me mord dedans. Je ne sais pas savoir où je suis. Cherchant une vie meilleure, je suis sortie de la maison. J'ai essayé la vie de mouiller sans savoir ce qui allait arriver. Non, c'est pas facile. C'est seul Dieu qui sait si nous arrivons de l'autre côté ou si nous restons. Nous sommes arrivés à fameuse rivière Suchiape, à la frontière. De l'autre côté, c'est le Mexique. Pour ceux qui ont des papiers, ils passent par en haut du pont. Pour nous et pour tous les autres, c'est par en bas, par la rivière. Alors, j'ai bien compris pourquoi on nous appelle mouillés. Je suis désolée, j'étais en silence. Je suis désolée. Je disais que une des choses que j'ai vues dans cette partie du vidéo, c'est ceci. Il cherche une vie meilleure. Et à ce point, je voudrais inviter une personne qui, bien qu'en différentes façons, va être dans la conférence de l'Afrique du Sud. Je veux inviter une personne qui était très chère à la région et à l'initiative parce qu'elle a dédié beaucoup de temps à ceci. Maria Olave, la coordinateur pour la migration de travail et la mobilité humaine de l'OIT. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui a été aussi très important pour la migration sans droit. Le journaliste Javier Sancho Mas, représentant des médias Otras Miradas. Il a récemment développé un rapport journaliste sur le travail des enfants, le trafic humain et la migration. Bienvenue Javier, bienvenue Maria, merci d'être avec nous. On voudrait savoir, basé sur votre expérience qui sont bien différentes, qu'est-ce que vous considérez que sont les défis, non seulement des migrations des enfants, mais ce qui est la visibilité de cette issue qui de encore pire maintenant avec la pandémie. Discutons donc pourquoi, comment devrions-nous parler de la migration et du travail des enfants? Maria, qu'est-ce que tu penses de cet travail de triade? Merci, Rezel. C'est un plaisir d'être ici dans cet espace. Merci de l'opportunité que j'ai à partager un petit peu plus du point de vue de la migration de travail et la mobilité humaine. C'est un plaisir de coïncider, Javier, et je voudrais féliciter le travail de Otras Miradas qui nous a possibilité, à travers de cet produit éducationnel, de le voir d'une autre façon et de le voir depuis autre voie. Alors, moi, je voudrais partager un aspect un peu plus général. Ce lien entre la migration, le déplacement et le travail des enfants sort aussi de la caractéristique de la migration. Comme tu disais bien, l'on attend les pays, les acteurs sociaux, espérant que ce soit une migration ordonnée sûre, régulière, comme est l'objectif du pacte mondial pour l'immigration. Mais en fait, ce que nous voyons dans notre région, ce sont des déplacements massifs, des déplacements soudains, des déplacements qui pourraient être catégorisés comme forcés, parce que les personnes qui sont déplacées, qui se déplacent, en fait,
échappent de situations dans leur pays d'origine qui ne leur permettent pas de développer leur projet de vie ou le plan de vie ou les opportunités pour leur famille, à voir avec la crise économique et politique, avec les problèmes environnementaux, avec les sujets de violence, de sécurité, absence d'opportunités. C'est ce genre de migration qui est aussi ou qui ouvre les portes à certaines modalités ou risques de travail des enfants. Et ils se partagent. Par exemple, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes adultes ou en âge de travailler qui sont dans ces déplacements? La plupart de ces personnes sont dans une situation irrégulière, c'est-à-dire ils n'ont pas de documentation des pays hôtes comme des pays où ils marchent parce que c'est une migration. C'est un mouvement qui n'est pas nécessairement qui reste dans une place, mais qui se déplace entre différents pays. Et là, il y a une différence très spécifique du mouvement. Ce n'est pas origine-destination, c'est origine-transit-destination. Et nous avons aussi des retours, des mouvements continuels. Alors, cette manque de documentation des personnes adultes en âge de travailler affecte aux mineurs de ces groupes de famille parce qu'il limite l'accès à certains schémas de protection. Et il a aussi à voir avec la qualité de l'emploi. Ils ont accès aux moyens pour pouvoir générer leurs recettes, leurs revenus et les moyens de vue qui sont informels, insurés, instables, inadéquats. Et ça, c'est crucial. Nous avons du talent dans ces groupes qui se déplacent. Et nous avons de prendre avantage dans le marché de travail des pays hôtes ou des pays en transit. Alors, il y a des situations de déplacement laboral étant par cette inadéquation, par cette incapacité que nous avons de prendre avantage du talent à partir de cette connaissance et cette capacité. Ces configurations de la migration se reflètent directement dans des facteurs de risque pour les enfants parce que le modèle d'identification de risque du travail des enfants en différents pays appliqués pour les dernières années nous montre cela. Nous montre que si le chef de la famille a un travail sûr et stable et inestable, insur et inestable, il n'y a plus de possibilité d'avoir du travail des enfants. Il montre que sans ces schémas de protection sociale et protection de l'emploi est insuffisant, il n'y a plus de probabilité de travail des enfants. Le sujet des logements que ces familles ont, les conditions d'habitabilité ont aussi une relation avec de plus grands risques de travail des enfants. Alors, ces tendances, ces mouvements migratoires marquent et définissent le profil du travail des enfants. Toutes ces expériences que nous avons en ce parcours du Mexique, Argentine, Uruguay, qui ont eu du succès, qui démontrent la capacité de réponse des pays, devraient intégrer avec plus d'emphase cette perspective de migration laborale et mobilité humaine, parce que nous avons des réponses, mais nous devons l'adapter à ces profils de familles et d'enfants qui sont dans notre territoire et qui se déplacent dedans et dehors et qui circulent. Ces réponses, il faudrait les adapter. Ceci est un défi crucial. Nous savons le faire, mais maintenant, il faut introduire quelques variables pour pouvoir répondre à ce nouveau profil de travail des enfants qui apporte avec eux qui est ce qui apporte la migration que nous avons dans le pays et dans notre région en ce moment. Merci de cette contextualisation à fond. Et oui, en fait, quand on parle des facteurs de vulnérabilité du travail des enfants, que le modèle de travail des enfants a identifié, beaucoup d'entre eux sont voient aggravés ou créés dans le cas de la migration forcée ou déplacement forcé, comme tu as dit. Et Javier, simplement pour te apporter à la conversation un peu, tu crois que ce lien entre le travail des enfants et migration est visible? Est-ce qu'il est présent dans notre agenda politique
Merci Russell et merci notre compagne de l'OIT, Marie, avec qui nous avons appris beaucoup aussi avec Anna en Amérique centrale sur les dynamiques du travail des enfants et la migration. Et répondons très rapidement à ta question, je dirais que non. Non parce que moi j'ai plus de connaissances que ceux qui sont ici, mais c'est plutôt comme habituel. Écouteurs, liseurs des moyens de communication des médias internationaux. Désolément, on n'a pas beaucoup d'informations mises à date ou à fond sur le sujet, sauf des honoreuses exceptions. Euh, mais je crois que le problème de la migration, du point de vue de communication, ainsi que du point de vue des agendas politiques, nous déborde à tout niveau. Un phénomène qui est non seulement à un niveau massif et récent, mais parce qu'il s'agit d'une situation où, dans laquelle beaucoup de pays, et nous arrivions avec Maria, c'est l'interview qu'elle nous a donnée pour le spécial, beaucoup de pays qui reçoivent maintenant beaucoup de familles migrantes n'étaient pas habitués. C'était des pays qui plutôt généraient de la migration, non de l'immigration. Beaucoup de pays, ou quelques-uns des pays qui étaient en voie de transit, se convertissent en pays de destination comme le Mexique ou la Colombie pour la population vénézuélienne. Alors, en étant un phénomène aussi récent, il est normal que nous soyons un petit peu tard et réagissions un peu tard pour nous concentrer avec le détail et la profondité que mérite le sujet de la migration et ses différentes phases. Et le travail des enfants, entre autres. Et de l'autre côté, les mineurs de la partie de la communication, nous avons un déficit, je dirais, à niveau journaliste au moment où on l'aborde. Nous sommes trop basés sur le travail des organisations qui travaillent avec l'enfance, mais nous ne faisons pas ou nous ne normalement, ne faisons pas des analyses journalistiques à fond parce que la base du journalisme, justement, est d'avoir la contact avec la source directe et alors, bien sûr, parler avec les enfants et utiliser comme source directe n'est pas aussi faisible ni légalement des mêmes conditions que le faire avec un adulte. Non, maintenant, dans ce spécial Otras Miradas, c'est une plateforme assez pionnière de collaboration où nous nous concentrons dans des sujets de droits de l'homme dans la région, droits humains, où il y a des différentes médias qui sont déjà établis dans la région, quelques-uns très proches à la communauté, autres plus traditionnels. En ce cas, nous avons des médias de 3 pays, la Colombie, la, du Costa Rica et de Mexico et en Mexico. Et surtout au Mexique et en Colombie, les rapportiers qui ont fait ce travail ont parcouru les rues avec les enfants migrants, en beaucoup de cas qui travaillent en situation de travail des enfants. Je suis désolée, Maria me corrige toujours, niños, niñas et adolescentes. Alors, c'est des enfants et adolescents en condition de travail des enfants. Et c'est dans cet échange que l'on a eu entre les journalistes a fait que le plus important soit que nous nous soyons rendus compte que ce que disaient Henry et Noémie au début de cet événement, avec aussi de corrections depuis leur propre vivance. Ce n'est pas la même chose de regarder le travail des enfants depuis une table de rédaction que dans la rue étant un rapporteur. Au journalisme, ceci devrait être base, mais on ne l'a pas très clair quelquefois. Faire des interviews avec des experts n'est pas la même chose que passer différentes heures avec les enfants et les adolescents migrants. Parce que en les écoutant, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des réalités qui vont au-delà de la réponse politique à la réponse humaine. Dans un des reportages,
avait l'intention d'une situation spécialement urgente qui est l'attention aux enfants migrants procédant de Haïti qui sont restés au Mexique. Et la question à un enfant qui probablement est né au Chili, mais dont la famille venait de Haïti et qui a déjà parcouru toute la région du sud au nord, passons par la très dangereuse zone du Darien où il y a plusieurs morts des enfants et au Mexique, on dit, et toi, tu es d'où? Et l'enfant lui répond, moi, je suis du voyage. Ça a été dans son espagnol, ça a été la réponse. Et il nous a paru que cette réponse reflétait d'une certaine façon le concept que les enfants ont de leur propre migration. Ils sont de nulle part et ils sont de toutes parts. Et ils sont des êtres en mouvement qui sont en transit constant. Et cela nous a fait penser beaucoup parce qu'à la fin, pour les autorités locales, nous comprenons parfaitement le difficile que ça doit être faire un suivi de cette population. Il est déjà difficile de le faire de les populations établies, beaucoup plus de la population migrante qui transcourt, qui va, qui vient, qui revient. Une autre donnée importante que nous avons trouvée, c'est que beaucoup de ces enfants étaient avec leur famille. Quelque chose qu'on a parlé avec Maria Olave, qui, avec ses grandes dos de communicatrice, c'est aussi une grande pourvoyeur de titulaires, nous disait quelque chose qui nous faisait penser aussi. Personne qui émigre avec toute la famille pense à retourner. Parce que celui qui pense à retourner est plus celui qui va et fait une migration seule, mais celui qui va avec toute sa famille, quelle est la raison qu'il a pour retourner quand ce qu'il veut chercher, c'est une meilleure vie, s'établir dans une autre place, ta terre et ta famille. Et une femme chanteur disait, ma terre et ma patrie est là où mes enfants mangent. On va où on peut trouver une meilleure vie. Et ceci est un concept que les pays de réception, les pays hôtes, n'ont pas encore bien compris, je crois. C'est-à-dire, nous attendons que les gens retournent ou que s'en aillent à un autre pays. Mais non, ils ne sont pas venus pour retourner. Ils sont venus pour retrouver une meilleure vie comme chacun d'entre nous l'aurait fait. Alors, c'est dans ce sens que je trouve qu'il y a un grand changement et depuis les moyens de communication, on se concentre toujours, on ne le parle plus immigrants, on parlait beaucoup immigrants pour les migrants qui viennent vers dedans. Maintenant, nous les appelons migrants car on comprend que c'est un concept beaucoup plus ample, mais nous avons toujours l'idée qu'ils vont partir dans un moment ou un autre et que ce n'est pas une population locale. Alors un peu, on continue à nous et eux et cela, il faudrait avancer. Et je m'arrête ici parce que je pourrais continuer, mais voilà. Je sais, l'information est incroyable. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait penser, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'analyses qui doivent encore se faire. La question est quelquefois, il faut partir de ce que nous savons. Qu'est-ce que nous savons des migrations des enfants accompagnés et non accompagnés? Est-ce qu'on peut partager avec nous les faits et figures de ce phénomène? Tu veux dire les caractérisations, ce que l'on a? Il faut penser le type de migration. Quand on parle de migration, déplacement en Amérique latine, il est impossible de ne pas traiter la situation vénézuélienne. Ce que nous avons généré dans la région, ce sont des informations sur ce groupe, sur ses caractéristiques. Nous commençons aussi à créer du savoir sur les groupes mixtes. Nous voyons que les tendances de la migration, comme Javier l'a dit, ce n'est pas que
je pars d'un endroit et je m'établis quelque part, mais il y en a qui arrivent comme étape simplement pour se fixer ailleurs. Nous avons un mélange de situations. Nous avons la situation en Colombie, par exemple. Ils le voient tous les jours et au Panama aussi. Il y a un mélange de nationalités, de mouvements. Il y a même des mouvements extra-régionaux et interrégionaux qui s'entrecroisent. Il y a des informations peut-être sur les déplacements haïtiens ou des gens qui viennent d'ailleurs. Mais si nous prenons comme référence le Venezuela, autour d'1,5 million de garçons et filles et adolescents font partie de ce groupe. C'est une estimation. Et ce que nous voyons, c'est quelque chose que nous a appris déjà la lutte contre le travail des enfants, qu'il faut connaître pour agir. On ne peut pas concevoir une politique parce qu'on croit à quelque chose. Il faut avoir des données. Ce ne sont pas des données pour être fier et dire on a autant de millions pour ceci et pour cela. Non, il faut avoir des données officiellement et des données officielles, des données fiables de manière régulière pour pouvoir agir d'une manière beaucoup plus appropriée. On a fait des efforts très importants et aujourd'hui, nous devons introduire la variante ou la variable de la migration de l'emploi et du déplacement pour que ces données soient encore plus complètes. Il faut avoir un aperçu beaucoup plus actuel pour pouvoir nous adapter. Et c'est là que se posent les questions qui représentent vraiment un défi, les filles et les adolescents et les formes dangereuses. Et nous avons ces groupes qui sont beaucoup plus exposés où la violence basée sur le genre pour les femmes jeunes qui sont justement dans ce processus de migration. Nous avons ce binôme femmes-enfants, femmes-filles. C'est un binôme que nous devons protéger et dont les droits doivent être assurés de manière différenciée. L'accès à l'emploi pour ces femmes, ces facteurs de discrimination où ces personnes se déplacent. Je crois que cela est très important pour pouvoir avancer dans les solutions. Merci, merci beaucoup, Maria, pour ces informations. Et maintenant, nous allons passer aux dernières questions. C'est ce que tu as dit, justement, nous avons besoin de données pour pouvoir agir. Et maintenant, Javier, très rapidement, qu'est-ce que tu pourrais faire toi en tant que journaliste pour faire un changement qui ait de l'impact, pour faire comprendre l'urgence de s'attaquer à cette réalité? Donc, je vais copier littéralement ce que Henry a dit au début. Il faut aller dans la rue. Le journaliste doit aller dans les rues, être avec les enfants et les entendre. C'est notre rôle en tant que journaliste. Nous ne sommes pas activistes, nous ne sommes pas membres d'une ONG. Quand on a l'habit de journaliste, nous devons être neutres, impartiels et la meilleure façon de le faire, c'est d'être le plus proche des affaires, même si les médias, on n'aime pas les données ou parfois on regrette de ne pas avoir des données parce que les données nous font remettre en question certaines choses. Par exemple, les objectifs de 2025 pour l'élimination du travail des enfants en Amérique latine, ça va être compliqué parce que si on n'a pas de données, on ne pourra pas vérifier si la cible a été atteinte. Le plus important, ce sont les histoires qui sont
derrière les données. Les médias, nous devons continuer à informer toutes les histoires des garçons et des filles. Il faut leur donner une couverture. Ceux qui sont en migration ou en situation ou en risque de travail des enfants. Parce que les histoires, ce sont ce qui reste et ce sont ce qui fait que l'on se mobilise. Merci beaucoup, Javier. Merci beaucoup, Marie. Maintenant, pour poursuivre notre voyage, il est temps de passer à notre prochaine destination sur cette route vers 2025, la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants qui se tiendra l'année prochaine en Afrique du Sud. Pour ce faire, j'aimerais inviter Anna Lopez du secrétariat technique de l'initiative régionale pour une Amérique latine et les Caraïbes sans travail des enfants. Merci beaucoup, Ressel. Je tiens à saluer à toutes les personnes qui nous suivent virtuellement et je remercie les points focaux qui ont participé dans cette vidéo qui voyage dans la région et bien entendu Maria et Javier, c'est un plaisir de tous d'entendre ce qu'ils nous proposent. Mais j'aimerais surtout remercier Noémie et Henry de se joindre à nous pour cet événement régional. Leurs interventions nous ont montré comment le travail des enfants peut avoir un impact sur la vie des gens, mais aussi quels éléments à la fois de leur environnement et en eux-mêmes ont été déterminants pour qu'ils soient aujourd'hui des jeunes leaders engagés dans la prévention du travail des enfants qui contribuent depuis leurs espaces de plaidoyer à atteindre la cible 8.7. En ce dernier mois de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, il nous appartient de faire le lien avec la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants qui sera accueillie par l'Afrique du Sud en mai 2022. La conférence mondiale assurera la continuité de tout ce qui s'est passé cette année et elle nous permettra de maintenir la prévention et l'élimination du travail des enfants. Alors, de jour politique de la reprise après la pandémie. En 2022, nous serons à 3 ans de l'objectif 8.7 de l'agenda 2030 et le défi est encore plus grand qu'avant la pandémie. Nous aurons à faire des efforts extraordinaires pour progresser sur les engagements mondiaux et nationaux. Nous savons que pour ce faire, nous devons progresser non seulement sur les autres cibles de l'ODD 8, qui sont liés au travail décent pour les adultes, mais aussi sur au moins 35 autres cibles de l'ODD, avec un accent encore plus marqué sur celles relatives à l'éducation, à la pauvreté, aux inégalités et aux migrations que nous avons vues ont été très impactées par la pandémie. Nous avons commencé cette année internationale dans la région avec des engagements exprimés en personne par 3 chefs d'État, des ministres, des représentants du haut niveau, des organisations d'employeurs et des travailleurs. Tout le long de l'année, il y a eu des dizaines ou plutôt des centaines d'activités et d'actions dans la région qui se sont multipliées grâce au monde virtuel et qui montrent la proactivité des acteurs sociaux dans la région. Lors de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants en juin, en plus de disposer de nouvelles statistiques pour le monde et pour la région, nous montrons une fois de plus que la région Amérique latine et les Caraïbes a beaucoup à dire, mais que dans le même temps, elle a besoin de nouvelles stratégies et de plus de ressources pour préserver les progrès réaliser et faire face à l'impact de la pandémie. Nous avons réussi à rassembler des fonctionnaires de différents secteurs, des acteurs sociaux, la société civile, les organisations des jeunes, les agences des Nations Unies et des partenaires de l'initiative dans ce voyage de 365 jours de plaidoyer et de visibilité d'une violation des droits dans laquelle chaque institution, chaque organisation et chaque personne a une responsabilité.
L'appropriation des droits des enfants et des adolescents correspond à tous et nous devons tous les respecter. Cela doit se refléter dans les prochaines étapes, dans les résultats de la 5e conférence mondiale. La consultation régionale préparatoire à la conférence qui s'est déroulée en novembre a permis de recueillir les priorités que la région considère comme priorités et qui seront aussi recueillies dans la nouvelle stratégie de l'initiative. Parmi ces priorités, nous avons vu tout ce qui concerne l'éducation et l'égalité des conditions d'accès, la formation pour l'emploi des adolescents et des jeunes, l'employabilité et en fait l'avenir du travail qui est leur avenir du travail. Mais nous avons aussi privilégié le travail des adultes, la formalisation de l'emploi et le risque dans les chaînes d'approvisionnement, l'élargissement de la protection sociale, bien entendu, et aussi le renforcement du dialogue social et l'élargissement de l'apprentissage partagé qui est une pratique dans le cadre de l'initiative. On a souligné aussi le besoin d'avancer dans l'approche de genre et le besoin d'avoir un meilleur traitement des pires formes du travail des enfants. C'est un risque que nous voyons aussi dans le processus migratoire. Je mentionne aussi le MIRTI, qui est le modèle d'identification du risque du travail des enfants, le MIRT en français, qui est le besoin de territorialiser les politiques et leur application. Nous devons renforcer notre engagement envers toute une génération d'enfants et adolescents qui vivent des moments inédits, sans précédent d'interruption de leur éducation et des précarités dans leur famille, et cela aura un impact dans leurs possibilités de développement. Nous devons être plus précis, plus efficaces, comme Marie l'a dit. Nous devons mieux nous centrer sur ce que nous avons devant nous. Nous avons déjà publié dans une recherche en 2018, les chiffres sont clairs. L'élimination du travail des enfants est un investissement à fort rendement à tous les niveaux. La région a beaucoup à offrir à la 5e conférence mondiale pour en sortir renforcée et avec des réponses claires aux enfants et aux adolescents. Comme cela a déjà été dit, les garçons et les filles et les adolescents ont besoin de nous, comme nous l'a dit Henri. Et Noémie nous a dit aussi qu'il faut avoir un regard spécifique sur les filles et les adolescentes. Comme nous l'avons répété tout au long de l'année, aujourd'hui plus que jamais, nous devons transformer notre engagement en action, notre travail en résultat, nos idées en innovation et en réponse efficace et immédiate si nous voulons sortir de cette crise avec des sociétés plus justes et plus résilientes. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement, qui ont un engagement quotidien pour mettre fin au travail des enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, encore une fois, pour ces paroles si impressionnantes. Et au fur et à mesure que nous préparons nos collaborations pour la 5e conférence mondiale, nous allons clore cet événement avec les voix des différentes parties de notre continent. Le travail des enfants les empêche d'aller à l'école, alors que c'est à l'école qu'ils peuvent trouver leur avenir. Avec le travail des enfants, nous leur coupons les ailes, laisser nos enfants grandir avec des jeux, des illusions. Maintenant, plus que jamais, non au travail des enfants. Les enfants ne sont pas seulement l'avenir, ils sont aussi le présent. Alors, sensibilisons l'ensemble de la société à la réalité des enfants et des adolescents qui travaillent. Ensemble, nous parviendrons à les préserver du travail des enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, pas de travail
des enfants. Bonjour, je suis Pablo Milanès. Je pense que le travail des enfants est un crime et que l'Amérique latine et les Caraïbes accueillent 8 millions d'enfants qui travaillent. Nous devons lutter, nous devons nous exprimer, nous devons le faire savoir que c'est un crime. Les enfants qui travaillent ne vont pratiquement pas à l'école et leur concentration est gravement affectée. Cette année, en 2021, le grand défi est de renforcer les contrôles et surtout donner aux familles des possibilités d'empêcher que leurs enfants travaillent plus que jamais sans le travail des enfants. Élevons nos voix pour faire prendre conscience de la réalité dont souffrent des millions d'enfants et pour l'éliminer une fois pour toutes. Plus que jamais, sans le travail des enfants. Bonjour, je m'appelle Manuel Obregon et je souhaite me joindre à la campagne pour l'abolition du travail des enfants en Amérique latine. Bien que beaucoup de travail ait été accompli ces dernières années, il y a encore plus de 8 millions d'enfants et adolescents qui ont perdu leurs droits à cause du travail des enfants. Soutenons toutes ces causes en dénonçant également les personnes autour de nous qui exploitent les enfants et les jeunes de différentes manières. Bonjour, je m'appelle Nathalie Alvarado, responsable nationale de la campagne 100 millions pour la Colombie, un collectif d'organisations et d'institutions de jeunes organisés. Cette année a été une année de défis pour nous, au cours de laquelle nous avons construit différents projets autour de l'autonomisation des enfants et des adolescents sur leurs droits. Aujourd'hui, le collectif des 100 millions a toujours été engagé dans la cible 8.7 des objectifs de développement. Aujourd'hui, les jeunes, plus que jamais, s'engagent à éradiquer le travail des enfants et à scolariser tous les enfants et adolescents. Bonjour, je suis Javier Almorazzi, collaboratrice et membre historique du groupe des enfants et des jeunes d'Option Chile. L'année 2021 s'achève. Et bonjour, je voudrais vous dire que l'Amérique latine et le Caraïbe dans les dernières décennies a démontré que l'on peut mettre fin au travail des enfants. Cette année 2021 est très important que tous et toutes soyons les voix de ces millions d'enfants et adolescents qui sont encore victimes de ce grand problème. Moi, je me suis déjà ajoutée au l'année internationale pour l'élimination du travail infantile des enfants, à agir, inspirer, escalier. Et vous? Bonjour, depuis la République dominicaine, je suis Mélanie Cassada. 8,2 millions d'enfants et adolescents continuent de travailler à la région. Continuons-nous avec l'effort de travailler pour que ce ne soit pas l'effort d'une année, mais un futur sans le travail des enfants. On se prépare à terminer. Nous voudrions vous dire que tous et à tous que l'élimination du travail des enfants est un engagement nécessaire et urgent de l'humanité. Nous avons tous une responsabilité. Comme nous l'avons dit au début, c'est achever un avenir sans travail des enfants. Et nous espérons qu'aujourd'hui, vous, comme nous, vous allez croire avec un engagement renouvelé à que l'on va pouvoir arriver à la cible 8,2 des ODD, qui c'est l'élimination du travail des enfants depuis aujourd'hui, ici et maintenant. Merci beaucoup.